Écoutez, monsieur Londubat, alors ça se prononce Londubat? Je crois que nous savons tous les deux pourquoi je refuse de le prononcer ainsi. Fair enough. Donc à Poudlard, la violence n'est tolérée sous absolument aucun prétexte. Vous réalisez que vous avez fait quelque chose de grave, n'est-ce pas? Mais je faisais que me défendre, ils étaient 3 sur moi à me ruer de coups et j'en ai fait trébucher un seul avant de... Aucun prétexte, il y a eu au moins 2 robes de sorcier à repasser. Vos charmants camarades de la maison Serpentard auront donc droit à un avertissement sur comment ils manifestent leur affection. Mais vous, Neville, vous avez passé une nuit entière dans la fosse sans eau ni nourriture. Et sans vêtements, tiens, ça vous apprendra. Professeur, je vous annonce malheureusement que vous décrivez pour la 6e semaine de suite la torture. De la discipline et je vous conseille de vous taire si vous ne voulez pas aggraver votre cas. Bon, allez, foutez le camp de mon bureau. Et après, on se demande pourquoi on prépare une révolution au nom du professeur Dumbledore. Vous êtes en train de faire quoi? Non, rien, je vais aller prendre ma punition. Je déteste les jeunes. Bon, j'en étais où, moi? Allez, les retenues pour la prochaine semaine. Oui? Professeur Ombrage, je me demandais si... Avada Kedavra. C'est la même chose à chaque fois. À chaque fois, j'oublie qu'il faut disposer du cadavre après. Bon, je vais mettre les poufs-souffles là-dessus, c'est quand même pas comme s'ils avaient grand-chose à faire. Salutationalisation et bienvenue à ce 64e épisode d'Analyse du Mal, l'émission où on parle des motivations et philosophies de nos méchants préférés. Harry Potter, si c'est pas la saga cinématographique et littéraire de toute une génération, je suis prêt à me déshabiller, à aller me rouler en boule tout nu en pleine boue devant le premier ministre britannique. Et pendant que je fais ça, vous, derrière votre écran, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche, ainsi qu'à laisser un like et un commentaire me disant de quel autre méchant on devrait traiter toujours avec le hashtag Analyse du Mal pour que je m'y retrouve un peu. Vous pouvez aussi aller visiter la description de la vidéo, là vous trouverez un lien vers mon Discord communautaire, vers mon Instagram pour interagir avec moi, et si vous voulez supporter la chaîne en échange de contreparties intéressantes, j'ai aussi un Patreon, là où vous pouvez avoir de simples shout-outs, supporter la chaîne sans contrepartie, et même choisir le sujet de futures vidéos. Mais bref, Harry Potter, c'est pas n'importe quel univers, spécialement dans le contexte de cette chaîne YouTube, parce que si vous vous rappelez bien, il y a maintenant 2 ans, c'est bien avec l'antagoniste principal de la saga, Voldemort, qu'on a commencé les analyses du mal. Et comme absolument à chaque fois que je vous demande de voter pour savoir sur quel méchant on fait un épisode, j'avais très envie de parler d'un antagoniste en particulier, et c'est un autre qui a remporté le sondage. Bref, Dolores Ombrage, c'est vraiment la définition du méchant qui fonctionne alors qu'il devrait pas fonctionner, je m'explique. La saga Harry Potter totalise pas moins de 8 films et 7 romans, plus peu importe ce qui se passe avec les animaux fantastiques. Et sur ces kilomètres de scripts, de chapitres et de contenu, Ombrage est la méchante secondaire du 5e épisode, qui même si c'est un de mes 10 films préférés de tous les temps, reste une aventure de Harry Potter assez polarisante, surtout au format papier et où sa seule autre vraie apparition, c'est en tant qu'antagoniste anecdotique dans le 7e épisode de la saga. Et encore là, Ombrage apparaît pas pour autre chose que de se prendre un sortilège à la gueule. Ça reste satisfaisant. Mais paradoxalement, elle a beau être très anecdotique, Ombrage est devenue aussi représentative de l'univers Harry Potter que Voldemort, Ron ou même Harry en lui-même. Étant dans le palmarès d'absolument tout le monde quand on leur demande quel est le personnage de Harry Potter qu'ils détestent le plus. Ah, la haine. Meilleure façon de réunir un fandom. Ce qui est assez ironique parce que quand on parle de Dolores Ombrage en particulier, la version du livre est ô combien pire. Et c'est justement de ça qu'on va parler pour donner de la substance à la vidéo. On va utiliser les films comme point de référence et les petits oublis à l'adaptation depuis le roman, on va les compter comme si c'était arrivé hors champ, le tout épousant le canon et les retcons mis sur le site Pottermore qui est devenu Wizarding World, puis ensuite c'est devenu harrypotter.com, bref. Et comme on parle d'Harry Potter, comme d'habitude, je vais devoir parler un petit peu de l'auteur avant. J.K. Rowling est une excellente autrice jeunesse et jeune adulte. Cependant, dans les années récentes, elle a vraiment eu une présence sur les médias sociaux qui est plus que polarisante. Alors dans cette vidéo, on va déconstruire l'œuvre Harry Potter telle qu'elle est, on va discuter des thèmes mis en avant et de comment ça se reflète sur notre société moderne. On va parler d'Ombrage, on va parler de son développement de personnage. Bien entendu, c'est un membre du ministère de la Magie, donc on va parler énormément politique. Mais à aucun moment de la vidéo, je ne vais vous dire quoi penser. À aucun moment de la vidéo, je ne vais vous dire quoi faire. Et tant que vous restez respectueux, tous vos avis sont les bienvenus en commentaire. Et pour cette vidéo, je vais devoir lâcher un petit trigger warning pour tout ce qui est racisme, discrimination, torture, voire même mutilation, cruauté. Pourquoi? Tout simplement parce que ça s'inscrit dans l'identité et le portrayal, comme on dit en anglais, de Dolores Ombrage.
On va aussi vers la fin de la vidéo parler d'une époque qui était pas très joyeuse pour être une certaine catégorie de personnes. Je spoil pas trop, mais on va parler de la Deuxième Guerre mondiale. Je vous demande donc encore une fois d'agir avec politesse et maturité. Et je vous rappelle encore une fois donc de vous abonner, d'activer la cloche, ainsi que de laisser un like et un commentaire avec le hashtag Analyse du mal pour nous dire de quel autre méchant on devrait traiter. Et aussi Harry Potter, même si ça commence à dater, je rappelle qu'on va spoiler l'univers au complet. Considérez-vous avertis. Sur ce, maintenant que c'est fait, analysons le mal. L'histoire d'Ombrage. Ombrage va naître de l'union des parents Hélène Bracknell, qui est une moldue, et du sorcier Orford Ombrage. Oui, je vous l'apprends peut-être ici, mais Ombrage est effectivement une sans-mêlée. Ça fait remettre beaucoup de choses en question. Elle aura aussi un frère qui est un squib, c'est-à-dire comme Rusard à Poudlard, un enfant né de famille au moins en partie composée de sorciers, mais qui n'a absolument aucun pouvoir magique. Ce qui, dans le monde des sorciers, c'est assez dommage en fait. T'imagines, à 11 ans, ta grande sœur, elle s'en va étudier la sorcellerie dans une des plus grandes écoles de la planète, et toi, t'as ta Game Boy Color. C'est déjà pas mal. Les parents d'Ombrage, ils étaient assez malheureux, et secrètement, Dolores les méprisait tous les deux. Arthur, son père principalement à cause de son manque d'ambition, il n'avait jamais eu de vraie promotion au ministère de la magie, en fait c'était basiquement le concierge, et sa mère Hélène, autant pour sa passivité que pour son héritage. Et autant chez Arthur que chez Dolores, l'héritage moldu de Hélène, ça va être quelque chose qui est un énorme tabou, dans le sens où les deux Ombrages vont commencer à avoir très honte du côté moldu de leur famille. Cette colère était entre autres un des catalystes qui fera que quand Ombrage avait 15 ans, ses parents se sépareront. Sa mère emmènera son petit frère moldu et disparaîtra dans notre société, là où elle restera avec son père pour y vivre en tant que sorcier. Elle ne reverra jamais ni sa mère ni son frère et clamera à tout le monde qu'elle est de sang pur. Après avoir fini ses études à Poudlard, elle intégrera le ministère de la magie, là où elle va tranquillement gravir les échelons jusqu'à se hisser à un poste d'autorité, là où c'est dit qu'elle avait un certain mépris, voire un dédain pour le monde qui l'entourait, et que sa façon de voir la réalité était la seule valide. Bien que très consciente de son attitude, ça ne va pas l'empêcher de continuer. C'est là où est-ce qu'elle va prendre la tête à 30 ans du bureau des affaires de mauvaise utilisation de la magie. Le tout, bien sûr, en s'appropriant le travail des autres autour. C'est comme ça qu'on gravit les échelons. Je rappelle pendant ce temps-là que Arthur Weasley, c'est un travailleur honnête, qu'il a 7 enfants à nourrir, et qu'il est toujours beaucoup moins payé et beaucoup moins haut gradé. C'est ça qu'on t'apprend pas à l'école, c'est que les fraudes fiscales, ça paye. Ça paye, oui, au point où Ombrage va être capable d'envoyer son père à la retraite à un âge relativement jeune, le but étant de l'éloigner le plus possible des devants de la scène pour ne pas qu'on sache qu'ils sont reliés. En fait, au ministère, quand on lui demandait si elle était reliée au monsieur Ombrage qui passait jadis la mop dans ses corridors, elle souriait bêtement mais avec une froideur glaciale, et il arrivait aux gens qui lui posaient cette question à peu près la même chose qui arrivait aux gens qui questionnaient son rang de sang pur, c'est-à-dire de mauvaises choses. On sait pas trop exactement quoi, mais c'est plus ou moins établi que c'est un petit peu plus que les farces et attrapes de Fred et George. Bref, tout ça nous amène aux événements de Harry Potter, là où pendant la 4e année du sorcier, Voldemort, le Seigneur des Ténèbres, fera son grand retour. Cependant, le retour du sorcier le plus maléfique de notre époque, ce n'est pas bien pour le ministère de la magie. Ça donne une image au gouvernement d'incompétent et surtout de puissance inférieure. Le ministère tentera donc d'étouffer l'affaire, de prouver que Voldemort n'est pas vraiment de retour, là où la seule existence d'un nouvel ordre du Seigneur des Ténèbres devient une opinion politique dans le monde des sorciers. Et juste comme ça, j'ai des sérieux flashbacks d'il y a une demi-décennie. Hey, t'as entendu les rumeurs? Ouais, j'ai entendu paraître le OnlyFans du professeur Rogoliquet. Non, pas ça, l'autre truc, Voldemort est de retour. Bon, je vois que je parle à un mouton, hein. Tu sais, dans la vraie vie, des Seigneurs des Ténèbres qui reviennent à la vie magiquement, ça existe pas. Il a tué Cédric Diggory dans un cimetière quand même. Ça, tu vois, c'est le genre de truc que le gouvernement veut que tu crois. Moi, les experts que je crois, c'est des experts qui sont pas financés par l'État. Genre des TikTokers qui ont fini leurs études primaires il y a 3 ans. Tu parles du gouvernement qui est activement en train d'essayer d'étouffer l'affaire? Et qui sommes-nous pour contredire le gouvernement, je veux dire? Si Voldemort était vraiment de retour, il nous le dirait. Des mange-morts sont en train d'attaquer des familles de sorciers de descendance moldue à l'heure où on se parle. Est-ce que t'as vraiment pris la peine de vérifier les sources de ces articles? Wow, le gouvernement vient de déclarer ouvertement avoir aperçu Voldemort se taper sur la gueule avec le directeur de l'école de sorcellerie Poudlard, en plein milieu du ministère de la magie.
Le tout devant une bonne 50aine de témoins. Écoute, ça aurait pu être n'importe quel vieux sénile qui se tape sur la gueule avec n'importe quel chauve sans nez. Il est derrière toi, présentement. Bonjour. Bon. Imaginons que ce soit le vrai Voldemort, ce dont je doute fort. Je suis le Seigneur Voldemort et je suis de retour d'entre les morts. Exactement, on n'en a aucune preuve. Qu'est-ce qui nous dit que la situation n'est pas déjà sous contrôle, ou que le gouvernement n'est pas simplement en train de dramatiser pour être capable de nous contrôler? Bon, si j'en crois l'actualité, le gouvernement demande de fermer l'accès au commerce non essentiel et demande à la population de rester chez eux et se préparer au pire le temps de gérer la crise. Quoi? Mais moi je voulais aller au cinéma. Et ils ordonnent de porter des capes noires comme celle-ci parce que c'est une des seules façons de repousser les mange-morts. Et moi j'aimerais savoir qui est-ce qui t'a dit que la cape ça marchait vraiment? Qu'est-ce qui te fait pas dire que c'est pas juste une cellule du ministère de la Magie qui les fabrique juste pour s'enrichir sur le malheur d'autrui? Ah non, c'est parti. Et en même temps, si ta mère est pour mourir parce qu'elle ne portait pas la cape noire, est-ce que ça veut dire qu'elle l'a cherchée parce qu'elle était habillée d'une certaine façon? Oh mon Dieu, juste reste à la maison et laisse le temps à la crise de passer. C'est si compliqué que ça? Tu sais quoi? Après examination, je pense que la situation est peut-être un petit peu plus délicate que ce que je pensais. Peut-être que je devrais rester à la maison et faire du télétravail pendant quelques semaines. Bon! Juste après, t'es allé faire une petite commission au magasin. Quel genre de commission? Je vais aller acheter assez de papier de toilette pour tenir comme un clodo dans un bunker pendant 20 ans. Ouais, tu sais quoi? Vas-y. Sors, fais tout ce que tu veux et on va laisser la sélection naturelle se charger du reste. Entre-temps, on arrive à un point où Cornelius Fudge, le ministère de la Magie, il est de plus en plus anxieux. Il sait absolument pas quoi faire pour étouffer l'affaire Voldemort, il sait pas s'il est vraiment de retour, mais ce qu'il sait, c'est que Albus Dumbledore, le directeur de l'école de magie Poudlard, il serait un bien meilleur ministre de la magie que lui, et il a peur qu'il essaye de usurper sa place. C'est une faiblesse que Ombrage va pouvoir exploiter chez son patron pour gravir encore une fois les échelons. Suite à un procès envers Harry Potter concernant un usage de magie devant un moldu, Ombrage sera appointé comme inquisition et professeur de défense contre les forces du mal à l'école de Poudlard, là où elle va devoir venir réguler certains éléments, comme les compétences de certains professeurs par exemple. Ce qui n'est pas anodin parce que Dolores a toujours gardé une certaine rancœur envers Poudlard, une rancœur qui part du fait qu'elle n'avait pas eu les positions d'autorité et les responsabilités qu'elle désirait et surtout pensait mériter. Et c'est là que les gens qui ont lu les livres se disent que Dolores et Percy ont des défauts quand même très similaires, ce qui est assez effrayant. Bref, on a donc sur la liste des gens détestés d'Ombrage, les demi-géants comme Hagrid, les sans-mêlés comme Harry, les nez moldus comme Hermione, et aussi les centaures qui sont très absents des films, mais qui ont un beaucoup plus grand rôle dans les livres. Si vous n'êtes pas de sang pur, vous êtes l'ennemi. Ça va de mal en pire quand Ombrage décide qu'elle n'enseignera pas vraiment la défense contre les forces du mal, ou du moins pas dans la pratique. Pourquoi? Parce que Voldemort, il est mort, il n'est pas de retour, et donc on n'a pas besoin de se défendre contre les forces du mal. C'est alors que les élèves de Gryffondor mettent l'armée de Dumbledore sur pied, là où Harry Potter leur apprendra à se défendre comme il se doit, lui-même ayant affronté le Seigneur des Ténèbres. Au passage, Ombrage antagonise Harry et le met en retenue, là où elle le forcera à se mutiler pour que la leçon rentre bien. Elle compte bien punir Harry et Hermione pour leur comportement, et c'est dans les bois que, in extremis, des centaures arriveront pour sauver les deux adolescents. Et on ne sait pas ce qui est arrivé à Ombrage après cet épisode, si ce n'est qu'elle fut sauvée des centaures par Dumbledore en personne, et qu'elle a pu réintégrer le ministère de la Magie en profitant du chaos causé par Voldemort, prétendant que les désastres de son mandat à Poudlard n'étaient jamais arrivés. Mais bien entendu, vous le savez, dans la saga Harry Potter, il y a un point où tout bascule, un moment où est-ce qu'on peut dire que le paradigme moral connaît un véritable shift, et ce moment, c'est la mort de Dumbledore à la fin du 6e tome. Le ministère de la Magie va tomber. Ombrage se range du côté de Voldemort et elle conduit une sorte de purge parmi les sorciers. Elle va accuser les enfants nés au moins en partie de sang moldu d'avoir usurpé leur place, leur faisant perdre leur travail, voire pire, là où les employés du ministère n'ont rien à craindre tant qu'ils n'ont rien à cacher. On va aussi cacher auprès d'elle le collier de Salazar Serpentard, un morceau de l'âme de Voldemort, un Horcrux, un des objets les plus maléfiques qui existent et une des clés
pour défaire le Seigneur des Ténèbres. La suite, vous la connaissez, Harry parvient à défaire Voldemort et c'est une fois la guerre terminée que Ombrage sera condamné pour ses crimes. Là où beaucoup des sorciers nés de familles moldues et ou de sang mêlés qu'elle a envoyés à Azkaban n'ont malheureusement pas survécu à ce supplice. Ombrage sera donc bel et bien puni pour ses crimes et en même temps, quand tu regardes toutes les saloperies qu'elle a fait dans la saga, moi je dis, c'est la moindre des choses. La véritable Dolores. Et si je vous disais que Dolores Ombrage est basée sur plusieurs véritables personnes, est-ce que votre curiosité morbide et maladive ne serait pas contente de savoir de qui il s'agit? Il y a longtemps, J.K. Rowling aurait pris un cours ou une leçon dans un certain sujet qu'elle laisse vague pour éviter que la personne intéressée ne se reconnaisse. Elle serait tombée nez à nez avec un professeur particulièrement détestable. Certaines personnes ravalent leurs sentiments, d'autres font des plaintes, et il y a des gens qui écrivent les sagas littéraires jeunesse les plus populaires de tous les temps. On a tous notre niveau de passif-agressif. Apparemment, les deux femmes se vouaient une antipathie mutuelle et constante, le tout dans l'irrationalité la plus totale, là où ce qui reste dans la tête de Rowling, c'est la passion de la femme pour le style twee. Elle se rappelle même d'un accessoire en particulier, un petit nœud papillon jaune pastel que la professeure portait constamment dans ses cheveux. Et ça, honnêtement, je comprends, moi aussi ça me donne la haine. Rowling va dire qu'elle regardait ce morceau de vêtement comme une excroissance dégueulasse sur la tête de son professeur, qui aurait dû appartenir à un enfant de 3 ou 4 ans max. Agrémenté aussi d'une collection de petits sacs à main qui, encore une fois, avaient l'air de sortir du coffre à jouets d'une enfant, lui donnant l'exact opposé d'un look innocent, douce ou même intelligente. Voilà, c'est plus ou moins une des inspirations pour Dolores Ombrage et moi j'ai envie de dire, c'est pas gentil de juger sur le physique. Cependant, Rowling précise dans son article que cette personne n'a jamais fait preuve de sadisme, de cruauté ou de violence, que l'inspiration, elle est purement iconographique. Et c'est justement à ça qu'on touche ici, l'iconographie d'un personnage et surtout ses inspirations. L'iconographie concerne tout ce qui touche justement à l'image, à l'icône d'un élément, comme le visuel qui s'emboîte pour y donner vie. Chez Rowling, elle dira que le style twee lui évoque depuis toujours une personne incharitable par rapport au monde qui l'entoure et qu'elle a déjà partagé un bureau avec une femme qui avait découvert sur son mur avec des petites photos de tout petits chats tout mignons et tout fluffy. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Le tout amenant donc vers un manque de chaleur et de charité. Et c'est comme ça que Rowling voit le style twee, et c'est normal, on a tous nos a priori. Par exemple, si c'est moi qui avais écrit Harry Potter, Ombrage aurait probablement été en tailleur avec un maquillage parfait, une coupe de cheveux totalement symétrique et des ongles minutieusement vernis. Pourquoi? Parce que ce qui m'évoque personnellement la cruauté d'Ombrage et en général, c'est ce ton hautain et arrogant. Les gens trop propres sur eux-mêmes ont toujours quelque chose à cacher, selon moi. Et donc, cette inspiration dans la saga Harry Potter, ça se traduit parfaitement à l'écran. À Poudlard, tout le monde est habillé en noir et Ombrage porte du rose bonbon. Elle a le style des années 50 dans leur bonnet du forme, là où elle prime sur le côté plus chaotique et rétro-futuriste du monde des sorciers. Qu'est-ce que ça veut dire visuellement parlant? C'est littéralement une façon de décrire Ombrage. C'est littéralement une façon qu'a le scénario, sans dire un seul mot, de la mettre à part des autres. Par contraste, elle clash avec Poudlard, elle n'est donc pas à sa place. Et ça, c'est très important. Comment est-ce qu'un réalisateur ou un auteur est capable de transmettre ses propres a priori et ses propres clichés à son public? Simplement en faisant son travail comme du monde. Par exemple, Ombrage des livres est souvent décrite comme ressemblant à un crapaud avec une large bouche molle et battante. Elle n'est pas décrite mot pour mot comme repoussante, mais le ton du roman et le contraste par rapport aux autres descriptions physiques nous le font comprendre. Et dans ce cas, on peut le dire, il est correct de se fier aux apparences. C'est même présent dans son nom. Dolores, dans les langues latines, ça veut simplement dire douleur. Et Ombrage, si en VF on pense à l'ombre du mal, à un ciel qui s'obscurcit et aux ténèbres qui gagnent, dans les faits, Umbridge, en anglais, ça vient de l'expression très populaire chez les British « to take umbrage », qui veut simplement dire prendre offense. Ombrage est donc encore une fois devenue son J.K. Rowling elle-même un amalgame de tous ces traits de personnes qu'elle a rencontrés qui ne lui ont pas plu, avec un style physique qui lui évoquait une certaine cruauté, un certain dédain. Et si vous trouvez ça sale, si vous trouvez ça salaud, si vous trouvez ça irrespectueux, dites-vous que c'est relativement monnaie courante dans le monde de l'édition. Faites vos recherches, il est très possible que votre auteur de littérature préféré ait eux-mêmes basé un personnage que vous adorez ou que vous détestez sur quelqu'un du monde réel. Et si vous avez des écrivains dans votre entourage, ayez le courage de leur demander:
as-tu déjà basé un personnage sur moi? Le piège de l'élu. Pourquoi est-ce que Ombrage était activement contre le fait que Voldemort ait pu revenir alors que dans les faits, ça lui a vachement plus bénéficié qu'autre chose? Dans Harry Potter 5, on retrouve un ministère de la magie complètement perdu et effrayé à l'idée d'un retour du Seigneur des Ténèbres, étant pas prêt à faire face à une autre guerre. À l'opposé, quand Voldemort prend le pouvoir dans les reliques de la mort, Ombrage en profite et elle a essentiellement tout ce qu'elle veut, à savoir un ministère tellement malléable et extrémiste qu'elle est libre d'être aussi raciste, cruel et sadique qu'il est possible de l'être. Ce qui sont quand même des motivations assez discutables. Et c'est pas comme si c'était juste tombé sur Ombrage par hasard. Voldemort, c'est quelqu'un de connu et son dédain pour les enfants de sang impur, il est aussi très d'actualité. Tout le monde sait comment Voldemort est monté au pouvoir et surtout les personnes importantes comme Dumbledore, comme Cornelius Fudge, c'est sûr qu'ils savent qu'il avait un dédain pour les sang-mêlés. Plein d'éléments idéologiques que embrasse Ombrage. Alors pourquoi est-ce que si elle pense exactement comme Voldemort, elle avait un dédain face à l'idée de son retour? On pourrait penser que c'est simplement une façon de garder la sécurité et la tranquillité au sein du monde des sorciers. On peut penser que c'est une façon d'éviter d'agiter les foules et donc de garder le contrôle simplement parce qu'elle sait que Cornelius Fudge est en train de le perdre. On pourrait penser que c'est comme ça. Peut-être aussi que Ombrage étant Ombrage, elle voulait simplement rester fidèle au camp au pouvoir le plus longtemps possible et a simplement shifté sa loyauté au moment où c'est Voldemort qui l'a pris. Sauf que c'est oublié un point un petit peu important, Voldemort est effectivement de retour. Et si le ministère ne sait pas si oui ou non il croit qu'il est bel et bien revenu, le fait étant que l'optique leur fait très peur. Ils savent que c'est une possibilité. Entre-temps, tout le monde sait plus ou moins qu'il existe une prophétie concernant Harry et Voldemort. Et si son contenu clair reste assez flou pour le grand public, on sait une chose, Harry a gagné leur premier combat. Le tout en étant bébé, Potter est celui qui a vaincu Voldemort. Celui qui a fait ce que le ministère de la magie n'a pas pu faire. Et je pense que c'est là que résident les véritables motivations d'Ombrage dans l'ordre du Phénix. Et si en fait elle avait essayé de piéger Harry. Rester fidèle au ministère de la magie tant qu'il est au pouvoir, c'est faisable. Prendre le camp de Voldemort quand lui-même saisit ce même pouvoir, c'est encore plus profitable. Mais si elle réussissait à se débarrasser de l'élu de la prophétie au passage, là elle serait probablement la fidèle de Voldemort la plus réussie. Mais Ombrage ne peut pas vraiment tuer Harry Potter juste comme ça. Surtout pas après l'avoir antagonisé devant une classe entière pleine de témoins. On sait que le plan de Dolores à la base, c'était de faire attaquer Harry par des détraqueurs pour le réduire au silence et qu'il arrête de scander haut et fort à tout le monde que Voldemort était de retour. Ce qui est un excellent plan, je veux dire. Dans Le Prisonnier d'Azkaban, Dumbledore lui-même dira que les détraqueurs sont très imprévisibles et que se mettre sur leur chemin est une mauvaise idée. On pourrait croire à un accident. Le seul problème étant, Harry a réussi à les repousser avec un sortilège du Patronus, quelque chose de très complexe à utiliser que beaucoup de sorciers passent leur vie entière sans réussir. Elle va ensuite tenter de faire condamner Harry Potter et de le faire expulser de Poudlard et donc du monde des sorciers, mais ça non plus, ça marche pas. Elle se retrouve donc en tant qu'inquisitrice à l'école, et là, à partir d'ici, c'est quoi le plan? On pourrait penser qu'Ombrage était juste en train d'improviser, de prendre le contrôle de Poudlard tranquillement et de trouver un moyen de réduire Harry au silence pendant l'année. C'est possible. L'idée étant donc d'intimider Harry, de le réduire au silence, de réduire à néant son entraînement de défense contre les forces du mal, peut-être. Mais je crois que c'est plus simple. Je crois qu'Ombrage essayait activement de trouver un moyen d'envoyer Harry Potter moisir à Azkaban. Pensez-y, le ministère de la magie est à 100% contre l'idée du retour de Voldemort. Mais s'il avait eu raison, si Harry avait vraiment tout inventé, ça crée quand même un énorme trou dans la timeline. Et ce trou, c'est la mort de Cédric Diggory. Cédric, un de mes personnages préférés, un de tes personnages préférés, j'espère, dans la saga Harry Potter, et on peut dire que le moment de sa mort est le moment où l'histoire atteint le point de non-retour. Là où l'histoire devient plus sombre et dangereuse, mais où nos personnages n'ont plus le choix que d'en voir comment elle se termine. Et si Voldemort n'était pas vraiment de retour, je vous pose la question. Qui a tué Cédric Diggory? Est-ce que c'est Fleur de la Cour, retrouvée inconsciente dans le labyrinthe à des kilomètres de l'endroit où le meurtre semble avoir eu lieu? Est-ce que c'est Victor Krum qui a, semblerait-il, abandonné la compétition et qui, vraisemblablement, est sorti du labyrinthe? Ou est-ce que c'est Harry Potter qui revient avec le cadavre de Diggory et la coupe des 3 sorciers après avoir entré illégalement son nom dans la compétition et utilisé de la magie de très haut niveau pour tromper la coupe de feu à choisir un 4e champion? Ouais!
quand tu prends les choses comme ça regarde vraiment pas bien pour Harry. Et vous savez quoi? Ben c'est pas fini. J'ai pas envie d'être le gars qui vous fait « Oh, les livres, c'est toujours mieux », mais le fait étant qu'à partir du 4e tome de Harry Potter, les livres, ils commencent à être vachement plus volumineux. En fait, l'idée de séparer les reliques de la mort en deux, c'est une idée qui était déjà présente dans la Coupe de Feu. Et la Coupe de Feu, l'Ordre du Phénix, de manière générale, on nous dit souvent qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont passés à la trame, à l'adaptation. Et que c'est probablement pour ça que ce sont deux des épisodes cinématographiques où le travail d'adaptation est le moins réussi. À ça, je réponds Le Prince de Sang Mêlé. Très bon film, mais excellent livre et mon tome préféré. Mais il y a un élément dans la Coupe de Feu que je trouve très dommage qu'on n'a jamais eu à l'écran, et cet élément, c'est la grosse rivalité entre Cédric et Harry. Déjà, Cédric, il est introduit un tome plus tôt en tant qu'attrapeur au Quidditch dans la maison des Poufsouffles dans Le Prisonnier d'Azkaban, mais il n'avait jusque-là qu'un rôle mineur, si ce n'est le fait d'être un joueur de Quidditch exceptionnel. Maintenant, Poufsouffle, on va pas faire genre, c'est pas la maison la plus glorieuse, et c'est dit même dans l'histoire au point où, quand le nom de Harry sort de la coupe dans le livre, les Poufsouffles se mettent à lui faire une méga campagne de salissage, comme quoi c'est encore Gryffondor qui vole la vedette à l'éternelle deuxième maison qu'est Poufsouffle. Littéralement, les Poufsouffles, ils font vraiment une campagne de harcèlement à Harry dans le livre. Et c'est pas tout parce que, rappelez-vous, il y a un bal à Poudlard. Et Harry, comme dans le film, il va demander à Cho Chang de l'accompagner, ce à quoi elle répondra qu'elle a déjà dit oui à Cédric. Et si dans le film, Harry est bel et bien déçu mais le prend avec relativement d'humilité, dans le livre, ça ne fait qu'attiser sa colère envers Cédric. En fait, si on se réfère au texte de la Coupe de Feu, voici comment Harry voit Cédric. Cédric lui paraissait comme un belâtre sans intérêt, qui n'avait même pas assez de cervelle pour remplir un coquetier. Harry Potter et la Coupe de Feu, page 219. Et ce passage, il est long, il insiste beaucoup sur la rivalité. Ça dit que Harry était sur le point de pardonner à Cédric d'être meilleur que lui au Quidditch, d'être aussi grand, d'être aussi séduisant, d'être aussi bon, mais le fait étant que le fait que Cho décide de l'accompagner au bal, ça allume une haine dans le cœur de Harry. Et maintenant, c'est ce même adolescent en colère qui revient devant une centaine de témoins avec le cadavre de son rival. Mais c'est pas tout, parce que pensez-y, non, ça l'est pas. Il va y avoir une autopsie sur le corps de Cédric. On va bien voir que Cédric, il a pas été brûlé, lacéré, poignardé. On va bien voir que c'est juste son système qui a arrêté de fonctionner. Bref, on va comprendre relativement facilement que c'est un Avada Kedavra qui l'aura tué. Alors maintenant, il y a 4 participants dans le labyrinthe. Et un de ces 4 participants est un gamin de 14 ans colérique, jaloux, qui arrive avec la coupe de feu et le cadavre de Cédric, qui est publiquement en guerre contre la maison Poufsouffle et qui en plus a vu le sortilège de la mort dans ses cours de défense contre les forces du mal. Le tout bien entendu après avoir été pris sous son aile par un mange-mort déguisé en professeur. Vous me direz que c'est difficile à avaler qu'un Harry Potter de 14 ans soit capable d'exécuter un Avada Kedavra simplement parce qu'un professeur le lui a montré. Oui, c'est possible. Tout comme c'est difficile à avaler que ce même gamin, un an plus tôt, a été capable de produire un Patronus corporel. Et pourtant, c'est bel et bien arrivé. En fait, le ministère n'a pas du tout de misère à y croire, il l'expulse même pour ça. Harry, il avait donc le mobile, l'opportunité et même l'arme du crime techniquement en sa possession. Plein d'éléments qui font que quand il commence à gêner Dolores, ce serait relativement facile de le frame pour un meurtre. En discréditant Potter, non seulement elle garde le contrôle, mais enlève de la crédibilité à l'élu de la prophétie. Et si assez de personnes se retournent contre lui, si le retour de Voldemort est vraiment réfuté, ce n'est qu'une question de temps avant que les gens se rendent compte que Harry est un suspect de taille dans l'affaire du meurtre de Cédric. Est-ce que c'était le plan de Ombrage tout au long de l'histoire? Tenter d'envoyer Harry Potter moisir à Azkaban? Je vous laisse en débattre en commentaire. Ombrage est une fraude. La vérité et la réalité sont deux choses bien différentes, comme dirait Achille dans Assassin's Creed 3. Si je suis sûr d'une chose maintenant que je suis dans la mi-vingtaine, c'est que j'ai vachement plus peur d'un document fiscal que de n'importe quel seigneur des ténèbres. En tant que tel, rappelons qui est Dolores. Elle est le produit de l'union d'un concierge, pas le métier le plus glorieux vu par la haute société, et d'une moldue, littéralement une espèce vue comme inférieure par certains sorciers. Harry Potter est une œuvre qui a toujours parlé de classisme. Littéralement, les enfants nés de familles moldues ont leur équivalent du N-word.
my blood. Alors forcément, une sorcière aussi hautaine, arrogante et élitiste qu'Ombrage, elle va tenter de masquer son passé. Et quand il pense, ça en dit beaucoup sur sa personnalité. Et je sais pas si vous me voyez venir, mais en tant que tel, des enfants comme Ombrage, ça peut être super dangereux. Elle travaille au gouvernement des sorciers, un gouvernement qui, dans les livres, on apprend qu'il travaille étroitement avec le premier ministre britannique, justement pour garder séparé le monde des sorciers et le monde des moldus. Pourquoi c'est dangereux? Parce que c'est pas tous les enfants qui sont comme Hermione, qui découvrent la magie en même temps que leurs parents quand ils apprennent que leur enfant est un sorcier. Non, je parle des enfants comme Ombrage, qui sont nés d'une famille de sang-mêlés, mais où les choses se sont mal terminées. Elle n'a jamais revu ni son frère ni sa mère. Ils ont juste disparu dans le monde moldu, avec l'information qu'il existe un monde des sorciers. Le tout alors que la fille de la gentille madame qui a le secret le plus important de l'histoire de l'humanité, elle était activement contre cette dernière et surtout, elle est activement contre les sang-mêlés. Ça prouve quelque chose, les enfants comme Ombrage et par extension comme Voldemort, leur seule existence met en péril l'intégrité de ce secret. Pourquoi? À cause du message derrière ce genre d'univers où la magie existe en parallèle de notre réalité. Soit c'est 100% un secret, soit on a une transparence totale par rapport à son existence. Il ne peut pas y avoir d'entre-deux, c'est pour ça qu'on a la trace, ce sort qui fait que quand un élève de Poudlard de moins de 17 ans utilise la magie en dehors de l'école, le ministère est au courant. C'est pour éviter qu'un moldu ne les voit agir. Et là, Ombrage qui est rappelé, qui est plus ou moins responsable de la stigmatisation des enfants sans mêlés qui vivent de base dans un entre-deux assez dangereux et flou, mais qui a des membres de sa famille, donc probablement avec des traces de sa naissance et des souvenirs de son existence qui errent quelque part avec le secret comme quoi il existe un monde magique. Soit ça, soit elle l'aura littéralement juste effacé la mémoire, ça c'est si elle les a pas juste tués. Ce qui nous amène à un point. Le concept de fraude et de comment Ombrage a réussi à se faire passer pour une sang pure. Ombrage, elle travaille au ministère de la magie, un ministère qui espionne littéralement les enfants qui entrent à Poudlard avec un sortilège pour s'assurer qu'ils n'utilisent pas leur pouvoir. Ils sont capables de retrouver un sorcier par courrier et ce peu importe où est-ce qu'il se trouve et ils ont des informations personnelles sur leur adresse, sur leur civilisation, sur leur famille et sur tout ce qui les entoure, même sur ceux qui n'ont pas de pouvoir magique. Et là, tu me fais croire qu'avec tous les background checks qu'il doit y avoir pour travailler au ministère de la magie, Ombrage a réussi à se faire passer de sang pur sans commettre de fraude? Vous êtes naïf. Surtout quand tu considères à quel point pour certains sorciers, c'est important d'être considéré de sang pur, d'être sur une liste. Et cette liste, c'est la liste des Sacred 28. Les Sacred 28 dans le monde de Harry Potter ou les 28 sacrés, c'est justement ça. C'est une liste de 28 familles qui, depuis des temps immémoriaux, ont réussi à garder un sang pur. On y retrouve par exemple les Yaxley, les Black, les Weasley. Les familles de sang pur dans Harry Potter, c'est pris très au sérieux. Les Potter en tant que tels, eux-mêmes, ils n'en font pas partie à cause de rumeurs comme quoi leur sang ne serait pas vraiment pur. Et ce, bien avant que James Potter épouse Lily Evans, qui, elle, est une enfant de Moldu. On a exclu la famille Potter qui, je le rappelle, sont des descendants d'un des 3 frères Peverell, celui qui a réussi à déjouer la mort et à créer une cape d'invisibilité parfaite. On les a exclus de cette liste sur des rumeurs. Et là, t'as Ombrage qui clame être de sang pur, alors que la famille Ombrage en tant que telle, elle n'est même pas sur la liste des 28 familles sacrées. Ça montre la ressource, mais aussi l'hypocrisie autour de Dolores. Est-ce que vous imaginez la quantité de bullshit qu'elle a dû remuer juste pour que sa fraude passe? Le tout alors qu'elle clame suivre et adorer le règlement, qu'elle clame aimer le système. Mais ça aussi, c'est un mensonge. Ombrage est particulière. Elle n'a pas un amour pour le système, elle a un amour pour son système. Elle joue selon les règles, tant que les règles sont en sa faveur. Et ici, je vais spoiler un peu la fin de la vidéo, mais c'est une façon très particulière d'écrire un personnage loyal mauvais. Beaucoup de personnages loyaux mauvais comme Darth Vader sont un visage et un symbole, la face d'un système corrompu où les plus forts marchent sur les plus faibles. Voire on peut aussi se tourner vers Sauron, où lui, ce qu'il désire, c'est le pouvoir et de régner sur la Terre du Milieu, de changer le système pour siéger en haut, comme le roi sur un trône fait du sang de ses ennemis.
pas pour Ombrage. Ombrage est plus vicieuse. Elle n'est pas le visage du système, elle n'est pas à la tête de ce système. Elle est un engrenage dans la grande machine qu'est le ministère de la magie. Une partie de son fonctionnement, une des responsables qui le fait rouler. Mais elle est aussi un virus, un parasite ayant infiltré ce système, ayant profité de ses avantages pour en retourner une partie en sa faveur jusqu'à ce que ses visions corrompues, obsolètes et dangereuses du monde ne viennent devenir le nouveau status quo, là où la réalité s'éloigne de plus en plus de la vérité. Et vous savez ce qui est vraiment horrible avec Ombrage? C'est qu'on a vu ça avant. Historiquement terrifiante. En surface, de quoi parle Harry Potter? Principalement de magie et d'heroic fantasy, mais en profondeur, on a aussi beaucoup de références à un système classiste et raciste. On pense, comme je l'ai dit, aux enfants nés de sang mêlé, voire de familles moldues, mais aussi à tout ce qui touche les elfes de maison ou même les centaures dans les livres. Et pour trouver des inspirations pour écrire ce genre d'histoire, faut pas chercher très loin. Parfait, donc j'attaque la rédaction du prochain Harry Potter. Je veux un méchant qui pense que le sang pur prime sur tout et qui marche sur les classes sociales inférieures. Voyons donc, inspiration humaine et historique et 190 milliards de résultats. Ah. Bon, alors on va chercher des mouvements politiques corrompus, motivés par la haine plutôt que par le désir d'aider et d'apporter la sécurité au peuple. Ok, encore 190 milliards de résultats. Et si je cherchais des raisons économiques et religieuses de faire la guerre et de discriminer ceux qui pensent autrement? Oh shit, il y a encore plus de résultats. Non, tu sais quoi, je pense que je vais rester avec le sorcier maléfique méchant, très méchant comme d'habitude. Bref, j'ai pas envie de tomber dans un débat facile de l'humanité est pourrie, faut qu'on s'améliore, blablabla, même si c'est le cas, mais le fait étant que Ombrage, même si tout ce qui touche à son sadisme, à son classisme et à son racisme, c'est très romancisé, mais en termes de ses idées, en termes des points qu'elle avance, c'est quelque chose qui a déjà eu lieu, et souvent même. Déjà de base, Ombrage est une sorcière qui méprise les moldus, au point de trouver un moyen de les condamner à Azkaban simplement pour être nés dans la mauvaise famille. Alors mes amis, je vous invite à monter dans votre Tardis, votre DeLorean ou votre Spa à remonter le temps et nous nous dirigeons dans le passé à une distance de 300 ans. Entre l'été 1692 et l'automne 1693, une série de procès eurent lieu, principalement dans l'État du Massachusetts. Des procès où plus de 200 personnes furent accusées de sorcellerie. Sur ces 200 personnes, 30 furent prouvées coupables et 19 furent pendues, dans des événements que l'on appelle encore aujourd'hui les procès des sorcières de Salem, en référence au village où ils auraient commencé. C'est malheureusement loin d'être un cas isolé, là où à la fin du 16e siècle, dans ce qui est aujourd'hui l'Allemagne, nous retrouvons le procès des sorcières de Trier, là où entre 1581 et 1593, on estime à environ 368 le nombre de personnes exécutées pour sorcellerie. Nous pouvons pousser les estimations aujourd'hui à plus de 100 000, le nombre de procès pour sorcellerie qui auraient eu lieu en Europe entre le début et le milieu des temps modernes, avec des estimations comme quoi entre la moitié et les 2/3 de ces accusés furent exécutés. Vous l'aurez compris, les procès pour sorcellerie dans notre histoire, c'est beaucoup plus complexe que ce que les médias populaires veulent nous faire croire. Mais le fait étant que, autant en fiction que historiquement parlant, ça tournait souvent autour d'une chose, la marginalité et la nouveauté des idées des personnes accusées. On est dans une Europe où la religion catholique prime et où les juifs, les musulmans, voire même les protestants sont stigmatisés et haïs. Tout ça est à tout ce beau temps qui se mélange pour donner le portrait moderne qu'a la fiction de la sorcellerie. Beaucoup de femmes furent accusées de sorcellerie pour des disputes de terrain ou parce que leur méthode de vie venait d'autres communautés et qu'est-ce que tu veux, le changement, ça fait peur. C'est aussi arrivé à des hommes, beaucoup de personnes furent acquittées, il y a des erreurs qui ont été faites et reconnues par l'État, oui, je sais. Mais le fait étant que, en fiction, c'est pas exactement comme ça qu'on s'en rappelle. Généralement, quand une œuvre parle de chasse aux sorcières, être accusé, c'est plus ou moins une condamnation à mort. Et ironiquement, dans la littérature populaire, c'est pas juste vers Harry Potter qu'il faut se tourner pour en voir une bonne dépiction. Par exemple, dans le deuxième livre de la saga Épouvanteur, Lâchez votre amour pour les aventures de Tom et Maître Grégory en commentaire, on est confronté à un inquisiteur particulièrement sévère, qui fait passer des procès aux sorcières de façon incroyablement cruelle. Plusieurs options s'offrent à nous, mais la plus populaire reste d'attacher le bras droit et la cheville gauche de l'accusé et de la foutre à l'eau. Si
si elle se noie, elle est innocente, mais ce n'est pas grave parce qu'elle monte au paradis en tant que faussement accusée. Par contre, si elle flotte et qu'elle survit, c'est qu'elle a utilisé la magie noire pour s'en sortir. Et là, il n'y a pas 36 solutions si ce n'est le bûcher. Beaucoup de fictions mettent sur pied ce procédé narratif comme quoi l'accusé de sorcellerie n'a aucune façon de s'en sortir. Et ça a beau être bien plus complexe en réalité, ça a beau être très romancisé, c'est exactement comme ça que fonctionne Ombrage dans les Reliques de la Mort. Elle dirige un bureau qui va épier les sorciers, leur retirer leurs droits et les accuse d'avoir dérobé et même attaqué des sorciers. Le tout sans avoir le droit de se défendre. Je veux dire, pensez-y, tout le monde achète ses baguettes au même endroit, chez Ollivander, là où il dit lui-même dans le premier épisode de la saga qu'il se rappelle parfaitement de chaque baguette vendue. Et malgré des preuves en béton, malgré le fait que l'achat d'une baguette est un témoin qui a beaucoup de crédibilité dans le monde magique, ces sorciers, ils sont quand même envoyés à Azkaban. Ça implique bel et bien que les procès de ces sorciers, ils sont fermés aux témoins externes et que quand on est accusé, ça veut simplement dire qu'on fait plus ou moins partie d'une liste de personnes à éliminer. Et ça rejoint un mouvement de pensée dont on a déjà parlé dans une vidéo il y a plus d'1 an, j'ai nommé le puritanisme. Le puritanisme était un mouvement religieux extrême qui visait à partir de 1559 à réformer et même purifier l'Église d'Angleterre, plus tard exportée en Nouvelle-Angleterre et dans de multiples États américains pendant l'ère de la colonisation. Voilà, si tu remplaces l'Église catholique par le monde des sorciers, c'est essentiellement ce que fait Ombrage. Elle est puritaine dans le sens où est-ce qu'elle veut purifier le monde des sorciers du sang impur des moldus. Et comme quoi, la boucle se boucle bien parce que dans notre vrai monde, les mouvements puritains, c'est quelque chose qui a grandement servi à alimenter les chasses aux sorcières. On y retrouvait souvent des communautés qui croyaient à un lien entre le monde physique et un certain ésotérisme, comme de mauvaises récoltes étant le signe qu'un serviteur du diable se trouve proche. Autant vous dire que t'as pas envie d'être le petit nouveau du village pendant une période de sécheresse. Le puritanisme, la chasse aux sorcières, est donc un mouvement qui, si oui, présente de la haine, est principalement motivé par la peur. Est-ce qu'on ne peut donc pas penser que dans un monde où il y a bel et bien de la sorcellerie, ce genre de mouvement a au moins présence d'être? Pas vraiment. Parce qu'au début du Prisonnier d'Azkaban, on apprend qu'il y a bel et bien eu des chasses aux sorcières dans le monde de Harry Potter. Et que les rares fois où est-ce qu'ils sont tombés sur un véritable sorcier, le bûcher n'a juste eu aucun effet parce que, c'est des sorciers. Oui, pensez-y, si on a des super pouvoirs magiques, tu crois qu'on va se laisser brûler sans rien dire? Ils ont des tours pour échapper au feu, ils ont des tours pour échapper à la noyade, pour échapper littéralement à la vision des moldus. Bref, les gens qui ont été condamnés pour sorcellerie dans le monde de Harry Potter, pour la plupart, ils étaient aussi innocents que dans notre univers. Cependant, il y a la présence d'un homme qui mérite qu'on s'y attarde à l'ère médiévale, et cet homme, c'était Salazar Serpentard. Si les films décrivent Serpentard comme un homme haineux, froid et antipathique, la réalité est tout autre. C'était un homme qui était certes dur, mais aussi et surtout, il était habité par une véritable peur et inquiétude par rapport à la communauté magique. S'il voulait expulser les enfants moldus de Poudlard, c'était par peur de voir le monde magique envahi par les moldus, et par peur de ce qui pourrait arriver à l'école qu'il a aidé à construire, de ce qui pourrait arriver à sa communauté. Bon, le serpent génocidaire, c'était peut-être un petit peu trop loin, mais c'était une autre époque. Poudlard fut fondé en 990 après Jésus-Christ, une époque où t'avais une guerre religieuse et de foi qui se déclarait tous les 2 jours. Et considérant que 2-3 siècles plus tard, t'as les croisades qui commencent, tu comprends pourquoi Serpentard avait peur. On était à une époque beaucoup moins sûre et beaucoup plus violente que le 20e siècle dans lequel se dépeint l'univers d'Harry Potter. On peut, si ne pas excuser les comportements de Serpentard, au moins les comprendre. Mais dans Harry Potter, on est à la fin du 20e siècle, les mœurs ont évolué et le gouvernement des sorciers travaille activement avec celui des moldus pour garder la paix. Là où si la peur existe encore, elle amène la paix par la tranquillité et par le secret. Et en plus d'avoir des mœurs dépassées regardant les enfants de famille moldus, Ombrage a à la base une philosophie corrompue. Jamais ce n'est dit qu'elle a peur, jamais ce n'est dit qu'elle craint les moldus. Elle les méprise. Si le mouvement puritain dépassé qu'elle épouse est motivé par un désir de sécurité, ce qu'elle démontre, ce qu'elle donne, ce n'est rien de moins qu'un mouvement de haine pure envers ceux qu'elle pense inférieurs, montrant la ligne entre une réelle inquiétude et une haine motivée par une pomme aussi pourrie qu'il est possible de l'être. Et ça, malheureusement, dans notre histoire, t'as pas besoin de remonter aussi loin pour le comprendre. Pourquoi Ombrage est aussi dangereuse? Nous sommes le 30 janvier 1933 et un homme est nommé chancelier de l'Allemagne par le président von Hindenburg. Et vous vous en doutez, cet homme, c'était Adolf Hitler. Il va arriver au pouvoir par le parti nazi
une organisation qu'il va avoir aidé à fonder après être revenu blessé de la Première Guerre mondiale. Oui, allô? Oui, j'aimerais parler à ma monétisation, s'il vous plaît. Oui, non, te déplace pas, c'est pas nécessaire, on n'aura pas besoin de toi cette semaine. Je déteste ma vie. Tout ça, ce n'est qu'un élément parmi tant d'autres qui vont aider à allumer le brasier qui donnera ensuite la Seconde Guerre mondiale. Conflit le plus meurtrier de l'histoire. Et si je vous disais que ce genre d'idéologie, ça se relie énormément à Ombrage. Que ce soit clair tout de suite, on vit dans un monde où le paradigme moral est compliqué. Vraisemblablement, il n'y a pas de gentils, il n'y a pas de méchants, il n'y a pas de protagonistes, il n'y a pas d'antagonistes. Il n'y a que des points de vue différents, autant sociétalement que politiquement. Mais collectivement, pour avoir un monde fonctionnel, il y a des valeurs qu'on considère comme fondamentales en tant qu'humains. Et donc, selon ces valeurs, si on les transgresse, on pourrait être considéré comme les méchants. Et s'il y a des méchants à travers notre histoire récente, c'est les nazis. On est tous d'accord? Parfait, on peut continuer. L'idéologie du nazisme, c'est une forme dérivée du fascisme qui a un dédain pour la démocratie libérale et le système parlementaire. Et bien sûr, on peut pas en parler sans parler d'antisémitisme, de haine envers le peuple juif, mais alors ne pouvons-nous pas nous demander pourquoi? On pourrait penser en termes très simples que c'est un appel toxique à la tradition. Le chancelier est né en Autriche en 1889 et développera ses idées à Vienne, une ville qui à la fois avait une forte communauté juive, mais aussi où le maire de la ville et le système qui l'entourait avaient une haine profonde envers ce même peuple. À la fin de la Première Guerre mondiale, une idée se répand. Une idée comme quoi ce qui leur aurait coûté la victoire, c'est simplement un coup dans le dos de la part des peuples juifs et communistes qui tentent de faire élire un gouvernement gauchiste. Et la suite, vous la connaissez. Holocauste, antisémitisme, exécution de plus de 6 millions de personnes dans des camps de concentration et par d'autres méthodes. Aujourd'hui, ça nous paraît horrible. Et c'est normal, ça l'est. Mais à l'époque, sachez-le, si c'était extrême, si c'était pas dans l'idée comme quoi c'était correct de quelques personnes au moins, ce serait pas arrivé. Je veux dire, Charlie Chaplin sans chapeau, il a littéralement été nommé personne de l'année 1938. Quel est donc le rapport avec Ombrage? De un, elle a des idées similaires, mais aussi et surtout des méthodes similaires. En tant que tel, ce qu'on se rappelle de la Gestapo, c'est-à-dire la force de police politique de l'Allemagne de l'époque, c'est les méthodes similaires à celles d'Ombrage pour débusquer les Juifs qui se cachaient, comme la torture physique et psychologique, et je vous rappelle que Ombrage, elle allait littéralement utiliser le sortilège Doloris sur un élève de 5e année. Mais donc la Gestapo, son travail, c'était de trouver les Juifs qui se cachaient. Et on était en sécurité, tant qu'on n'avait rien à cacher. Et là, je vous rappelle cette scène de Harry Potter 7. Est-ce que je généralise? Peut-être. Est-ce que quand on regarde l'œuvre sous cette optique, ça me rend beaucoup plus inconfortable? Ouais, clairement. L'Allemagne de la Seconde Guerre mondiale et Dolores Ombrage ont donc des méthodes similaires. Mais aussi et surtout, ils ont des situations similaires. Je m'explique. Parlons un peu des autres méchants de la saga Harry Potter. Tout en haut, bien sûr, siège le Seigneur Voldemort, de qui on a déjà établi à des idées similaires en Ombrage. Vient ensuite des personnages comme Lucius Malfoy et son fils Draco, qui le suivent généralement dans cette idéologie, et même les personnages qui ne l'épousent pas forcément comme Béatrix Lestrange restent fidèles à Voldemort, donc nourrissent cette idéologie sans pour autant lui être fidèles premier degré. Et après, t'as Greyback qui est juste le chaos et la sauvagerie à l'état pur. Mais tous ces personnages, s'ils ont un mouvement de pensée au moins similaire à celui d'Ombrage, il y a une différence fondamentale. Ce sont des criminels. Contrairement à Dolores, qui tout comme un certain chancelier est en position d'autorité politique. Et si on peut croire que ça veut dire que Ombrage est limité dans ses horreurs, la réalité est tout autre. Si le système laisse une personne aussi corrompue que Ombrage au pouvoir, ou même proche de l'être, c'est que le système lui-même est à revoir, que le système lui-même est foncièrement corrompu. En profondeur, la corruption du ministère de la Magie, son classisme et son racisme systémique, ce sont des thèmes qui sont assez présents dans la saga Harry Potter. Et c'est difficile de voir Ombrage comme autre chose que le nœud du problème. Pensez-y, elle a littéralement fait graver des mots dans la chair de ses élèves. Et elle s'en est sortie. Bien sûr, après, t'as Ron qui dit qu'il faut en parler aux parents, mais là, Harry va répondre... Si les parents devaient apprendre ça... Oui, des parents, j'en ai pas, n'est-ce pas, Ron? Voilà. Harry a beaucoup de fierté. Oui, mais tu penserais que quelqu'un en aurait parlé à ses parents. La réalité étant que si les élèves de Poudlard étaient allés dénoncer Ombrage à leurs parents, tu fais quoi après? Certains parents pourraient se plaindre de Ombrage. Certains parents pourraient poursuivre Ombrage, mais après quoi? C'est elle le juge. Ou si elle est pas le juge, elle a beaucoup de pouvoir politique au sein du monde des sorciers, assez pour s'innocenter relativement facilement.
Absolument. On va alors se plaindre de comment les élèves sont traités à Poudlard. Parfait, ça aussi, ça va juste l'aider. On est à un point dans la saga où Dumbledore a refusé le poste de ministre de la magie par 3 fois et où Cornelius Fudge a extrêmement peur que le directeur de l'école ne gagne plus d'influence que lui au sein du monde magique. Si les parents commencent à se plaindre du comportement de Ombrage, foncièrement, ça va amener le nom de Dumbledore dans la boue. Et foncièrement, en bout de ligne, c'est Poudlard qui va en souffrir. On va avoir cette image d'une école qui est très dangereuse pour les élèves qui y sont, ce qui en fait est relativement vrai. Je veux dire, entre Mange-Mort qui infiltre l'école, Basilic dans les tuyaux et autres loups-garous qui enseignent la défense contre les forces du mal, Poudlard est loin d'être aussi sécuritaire qu'on peut le penser. Mais tout ça, ça prouve quelque chose. Ombrage, au niveau légal, elle a une protection béton, ce qui est la raison pour laquelle elle peut faire relativement tout ce qu'elle veut. Preuve étant, entre l'Ordre du Phénix et les Reliques de la Mort, elle réussit à réintégrer le ministère de la Magie et à ravoir son ancien travail. Et ce, alors qu'elle a été violente, qu'elle a été sadique et qu'elle était sur le point d'utiliser le sortilège Doloris sur Harry devant des témoins. En plus, après avoir essayé d'étouffer l'affaire Voldemort et pendant que le ministère de la Magie est 100% conscient de son retour et qu'il a même été rendu public. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, est-ce que vous savez quel autre groupe politique essayait de contrôler la population en contrôlant l'information qui leur était donnée? Bingo, encore une fois, c'est les nazis. Ah, là, je suis en train de tourner et je sens que le montage va être chiant avec tous les mots que je vais devoir biper. Rejoins-moi sur Patreon que je sois capable de me nourrir. Dans les livres, en fait, quand on apprend qu'Ombrage a repris son poste au ministère, Harry le prend comme une preuve. Une preuve comme quoi le ministère de la Magie est beaucoup trop imprudent avec ses responsabilités et qu'il n'est peut-être pas équipé pour gérer la crise en bonne et due forme. Dans Harry Potter, nous nous retrouvons devant un système injuste, un système mal coordonné qui ne sait pas où donner de la tête et où ce genre de comportement peut être non excusé, au moins ignoré. Et ça, c'est très dangereux. C'est essentiellement l'idée qui épouse Ombrage et par extension le ministère. L'important, c'est pas de savoir si oui ou non Voldemort est de retour. L'important, c'est que tout le monde pense que Voldemort n'est pas de retour ou que s'il est, le ministère a la situation en main. Ce qui clairement n'est pas le cas. On a donc un ministère raciste, violent, manipulateur, menteur qui n'hésite pas à recourir à des failles dans ses propres lois pour s'en prendre même à des enfants qui n'épousent pas leur point de vue. Pourquoi est-ce que Ombrage n'est alors pas puni pour ses crimes? Pourquoi n'est-elle pas démise de ses fonctions? Probablement pour la même raison que le chancelier de l'Allemagne l'est resté pendant aussi longtemps. Parce qu'ils opèrent dans les limites de ce qu'on appelle la fenêtre d'Overton. La fenêtre d'Overton est souvent définie comme suit: l'espace d'acceptabilité des idées en société. Imaginons un plan où toutes les idées de l'humanité, peu importe les croyances, sont présentes. Ce qu'il y a à l'intérieur de la fenêtre est correct de mettre en avant selon les valeurs de la société. Bref, à l'intérieur de la fenêtre, vous trouvez toutes les idées et leur contraire qu'il est correct de débattre et de remettre en question sans pour autant paraître comme quelqu'un qui n'est pas fait pour fonctionner en société. Si on prend un exemple, l'âge légal pour boire de l'alcool, 21 ans aux États-Unis, 18 ans au Canada. Vous pouvez trouver ces âges trop hauts, vous pouvez les trouver trop bas, mais c'est à l'intérieur de la fenêtre d'Overton. Pourquoi? Parce qu'il est correct d'en débattre sociétalement parlant. À l'extérieur de cette fenêtre, on retrouve d'autres débats qui sont totalement superflus. Comme par exemple, à notre époque, il serait impensable d'avoir un débat sur si oui ou non il est possible de ramener l'esclavage. Tout comme nous vivons dans une époque et dans une société, du moins en Occident, où il est absolument inconcevable de s'en prendre physiquement à un élève qui remet en question les paroles de son professeur. Cependant, de l'esclavage dans notre passé, il y a eu, et cependant, des sanctions physiques chez les étudiants, il y en a eu. Pourquoi est-ce que ça change? Parce que ce sont simplement des éléments qui sont sortis de la fenêtre d'Overton. Ce sont des éléments qui en sortent généralement pour le mieux. Mais y faire rentrer un élément, ça, c'est quelque chose d'autre. Le changement fait peur, et une bonne partie du combat en sociopolitique, c'est d'être capable de faire intégrer un nouveau tabou à la fenêtre d'Overton, et si de ne pas au moins éliminer le tabou, l'atténuer assez pour que le débat et le dialogue de façon respectueuse soient possibles. Et Ombrage, et par extension encore une fois le ministère de la Magie, la fenêtre d'Overton, ils l'ont explosé. Avant que Voldemort ne prenne le contrôle du ministère, c'était impensable de condamner des sorciers de descendance moldue à la prison d'Azkaban simplement parce qu'ils sont nés dans telle ou telle famille. Pourtant, c'est bel et bien rentré dans les normes, et ce, en quelques mois. Tout comme les sanctions physiques sur les élèves dans l'Ordre du Phénix, c'est un scandale, alors que dans les Reliques de la Mort, 2 ans plus tard, c'est la norme. Mais tout ça, c'est rentré dans la fenêtre à cause d'un coup d'État, à cause d'un changement de régime drastique de la part de Voldemort, parce que Voldemort a fait changer les normes de la fenêtre.
Mais avant ce coup d'État, les tabous étaient beaucoup plus proches des limites qu'on peut ne le penser. Et ça, il suffit de voir Ombrage pour le comprendre. Elle est le visage de ce qui ne fonctionne pas avec le ministère. On pourrait croire que le visage, c'est Fudge, mais Fudge n'est jamais qu'un homme ayant peur pour sa crédibilité, qui ne sait pas quoi faire en temps de crise. Même chose pour Thickness, qui n'est que le pantin de Voldemort. Ombrage, elle est le produit depuis bien plus longtemps de pourquoi ce régime est dangereux. Et ironiquement, c'est ce qui en fait un des personnages les plus humains d'Harry Potter. Dans une autre vidéo, je ne me rappelle plus exactement laquelle, je disais qu'un énorme défaut qu'on peut trouver à la saga cinématographique Harry Potter, c'est le manichéisme, comme quoi les bons sont très bons et les méchants sont très méchants. Mais avec Dolores, on a une toute autre situation, une situation bien plus complexe. Elle est le seul véritable antagoniste de la saga protégé par le système, avant que le système ne se retourne activement contre nos personnages principaux. Elle est ce qui ne fonctionne pas dans le monde des sorciers. Elle est le pire de ce que l'humanité a jamais fait. Elle est la preuve que même une institution qui existe pour opérer dans le bien, dans la fenêtre d'Overton, et ce pour protéger et aider les citoyens, peut être une pomme pourrie de l'intérieur, que les valeurs évoluent et que celles qui se sont effondrées avec le temps l'ont sûrement fait pour une excellente raison. Bon, Dolores Ombrage, j'espère vraiment avoir trigger au moins 25 000 personnes en faisant cette vidéo. Pour son alignement donc plus tôt dans la vidéo, je disais qu'elle était loyale mauvaise et considérant tout ce qu'on a dit et tout ce qu'on a vu au niveau de la politique et de l'histoire, je pense que je vais rester sur cette position. Sur ce mes amis, vous pouvez cliquer juste ici pour voir notre dernière vidéo ou vous pouvez cliquer juste là pour un autre épisode d'Analyse du Mal. Dites-moi en commentaire de quel autre méchant on devrait traiter et tant qu'à être là, pourquoi ne pas vous abonner, activer la cloche ainsi que laisser un like, nous rejoindre sur nos réseaux sociaux comme Patreon, Discord et Instagram au passage. Sur ce, je vous laisse et je vous verrai la prochaine fois pour de plus amples explorations de notre omnivore.